Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Ça y est, ça sent bon l'été, les balades dans Paris, les apéros en terrasse, n'est-ce pas Catherine ? Oui, salut Marine. En effet, quel plaisir de retrouver les longues soirées d'été. Du coup, on imagine que vous avez plein de choses à faire et ça prend peut-être un petit peu sur votre temps de lecture habituel. Alors on vous a préparé un épisode parfait pour ça. Et oui, ce mois-ci, on a voulu penser à ceux qui n'ont pas toujours le temps de se lancer dans un gros pavé. Et quand on perd le fil de notre lecture, on a encore moins envie d'avancer. Et ensuite, c'est toujours frustrant d'abandonner une lecture pour cette raison. Tout à fait, c'est pour ça qu'on a décidé de vous parler de lecture courte dans ce 15e épisode du Bruit des Pages, avec le roman S'adapter de Clara Dupont-Mono, le recueil de poésie de Roupicor, Lait et Miel, Dimanche chez les Minton, un recueil de nouvelles de Sylvia Plath, et enfin le manga Spy Family de Tatsuya Endo. Allez, on va essayer de faire court nous aussi. On commence avec un roman qui a obtenu le prix Femina et le concours des lycéens en 2021. Et maintenant, vous connaissez notre goût pour les concours des lycéens. Il s'agit de S'adapter de Clara Dupont-Mono. C'est paru chez Stock et ça nous parle de famille. On a choisi de l'évoquer dans cet épisode parce que c'est un très beau roman et il est court et se lit vraiment d'une traite. C'est donc parfait si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous pour vos lectures. C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui flotte, un enfant toujours allongé, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les autres. C'est l'histoire de sa place dans la maison Sévenol où il naît, au milieu de la nature puissante et des montagnes protectrices, de sa place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées. Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les contes, la force vient des enfants, de l'amour fou de l'aîné qui protège, de la cadette révoltée qui rejettera le chagrin pour sauver la famille à la dérive. La naissance d'un enfant handicapé, raconté par sa fratrie. C'est un roman qui m'a donné envie dès sa sortie. Franchement, je compte pas le nombre de fois où je l'ai vu dans ma librairie et où je me suis retenue de l'acheter. Et puis, quand il a reçu le concours des lycéens, là, je me suis dit, c'est un signe, il est temps de ne plus me retenir. C'est vrai que c'est toi qui m'as encouragée à lire ce roman parce qu'au début, moi, il me faisait pas spécialement envie, même après avoir reçu le concours des lycéens. Et je crois qu'en fait, en lisant le résumé pour la première fois, j'ai eu un peu peur parce que ça me faisait penser à un roman d'Amélie Nothomb qui s'appelle La métaphysique des tubes. Et j'avais pas du tout accroché à ce livre. Et puis finalement, je me suis laissée tenter. Déjà parce que c'est vrai, il est court. Et ensuite parce que je fais confiance quand même au prix concours des lycéens. Oui, et puis c'est vraiment très très loin de Amélie Nothomb. Très, très loin, heureusement. Oui, c'est clair. Moi, j'ai trouvé que c'était un très très beau roman qui m'a énormément touchée. C'est vrai qu'ayant moi-même une sœur handicapée, je savais que ça serait un livre fort pour moi et je pensais y retrouver beaucoup de choses personnelles. Finalement, pas tant que ça, parce que l'histoire que nous raconte Clara Dupont-Mono est assez extrême et donc loin de mon histoire. Mais dans un sens, je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de encore plus l'apprécier et vraiment d'en ressortir très touchée. Alors moi, je peux pas dire que ça a été un coup de cœur, mais plutôt une très belle découverte, déjà de l'autrice et de sa plume. Et puis c'est vrai qu'il se lit très vite et moi, je l'ai dévoré en 2 jours finalement. Oui, c'est clair, c'est vraiment une histoire très forte, très intense. Forcément, vu le sujet, on n'est pas très étonné non plus, mais c'est aussi une histoire très belle. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait de décrire cette famille à travers les enfants et surtout leurs réactions qui sont toutes différentes face à ce frère handicapé, de l'amour fou à la révolte, voire même limite la haine. On comprend toutes ces réactions, toutes ces émotions et en fait, on ne peut que les ressentir avec les personnages. Et c'est vrai que moi, ça a énormément résonné pour moi et je dois dire, ça m'a aussi bien fait pleurer. Et puis, malgré une histoire vraiment, évidemment difficile, il y a aussi, je trouve, un côté vraiment lumineux dans ce roman. C'est pas du tout glauque. C'est triste, bien sûr, je vous le disais, j'ai un peu pleuré quand même, mais il y a aussi une vraie beauté, un espoir, même dans les moments les plus dramatiques. Et puis il y a aussi une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est qu'il n'y a pas du tout de jugement dans le texte de Clara Dupont-Mono et pas non plus de sentimentalisme gnangnan à outrance, c'est pas This Is Us, on vous fait pas pleurer juste pour pleurer avec les violons et tout ça. C'est au contraire très juste et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne si bien. Et puis après, le choix de diviser le récit en plusieurs parties, reprenant la fratrie, ça je trouvais que c'était vraiment très efficace, ça fonctionne super bien, quoi. Ouais, je suis d'accord et c'est vrai
que l'autrice ne tombe vraiment pas dans le sentimentalisme. Et au contraire, elle décrit vraiment avec beaucoup de justesse les émotions humaines, leur complexité, parce que face à cette situation, au fond, la question c'est comment réagir, et tout n'est pas noir ou blanc, loin de là même. Et c'est de ça dont parle ce roman, de la faculté de l'être humain à s'adapter face à l'inconnu, face à la peur. Et je trouve que c'est un beau message de tolérance, non seulement face au handicap, mais aussi face à l'autre de façon générale, car tout le monde ne réagit pas de la même manière. Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi au final dans les relations humaines. Ouais. Et ce petit enfant handicapé qui ne peut pas parler, ne peut pas voir, ne peut pas marcher, finalement, il possède une autre capacité, celle de ne pas juger, et c'est la plus belle leçon d'humanité et de tolérance que l'on puisse apprendre de ce roman. Oui, c'est clair, ouais. Et moi, j'ai aussi, il y a une chose qui m'a énormément marquée dans ce roman, c'est son style et la plume de Clara Dupont-Moreau. Elle a une écriture que je trouve magnifique. C'est une autrice que je n'avais jamais lue avant, et j'ai été complètement charmée par son écriture. Elle a vraiment un don pour décrire toute la palette d'émotions par lesquelles passent tous les membres de la famille. Et aussi, j'ai vachement été touchée par la façon dont elle reliait les personnages au paysage et à faire résonner vraiment les émotions des membres de la famille avec le paysage cévenol dans lequel elle a placé son récit, qui est presque un personnage à part entière, lui aussi. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ouais, et il y a vraiment une grande douceur et une grande sensibilité dans son écriture. Et puis, c'est très poétique. Vraiment, chaque page, je me disais, mais c'est tellement beau. Là, en l'occurrence, ce sont les cailloux de la cour de la maison qui nous racontent l'histoire. Et je trouve que c'est une très belle idée de faire parler les pierres qui sont là, immuables, qui voient et vivent tout avec la famille. C'est un style qui nous emmène vraiment vers le conte, alors que c'est une histoire concrète et moderne. Et voilà, ce côté entre conte et modernité m'a complètement envoûtée. C'est vrai que moi aussi, j'ai été très charmée par l'écriture de Clara Dupont-Moreau, sa façon de décrire la nature. Elle a un style qui est très enveloppant, très, très apaisant. C'est de la poésie, vraiment. Ouais, moi, quand je le lisais, j'avais l'impression d'être dans un espèce de petit cocon. Et la nature et l'essence tiennent une grande place dans le roman, d'ailleurs. C'est un peu ce qui unit et ce qui réunit cette famille, au fond. Oui, c'est vrai. Et il y a plusieurs scènes vraiment de grandes balades dans la montagne, qui sont vraiment très joliment décrites d'ailleurs. Oui, exactement. Et je trouve que ces passages étaient particulièrement beaux d'ailleurs. Ouais. Et en plus de ça, le texte est construit sans aucun dialogue, ou presque. Il n'y a pas de prénom. Paradoxalement, on aurait pu se dire, avec ce style-là, le roman allait être un peu froid. Mais en fait, c'est une prose qui est pleine de délicatesse, de tendresse et puis d'humanité. Et ce style aussi, il a une façon d'ancrer le récit dans une sorte d'intemporalité et de le transformer, comme tu le disais, en conte. Oui. Et puis, l'autrice, elle fait un choix stylistique qui est très audacieux, puisque comme tu le racontais, ce sont les pierres de la cour qui parlent et qui racontent ce qu'elles observent. Bon, on pourrait se dire que c'est un peu farfelu comme idée, mais ça fonctionne très bien. Ça fonctionne super bien, ouais, je trouve que c'est une très belle idée, même de faire porter ce récit par cette matière à la fois immobile et extrêmement solide. C'est une belle métaphore, au fond. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est vrai qu'au début, on s'en rend pas tout à fait compte dans les premières pages et tout. Et puis au bout d'un moment, on se dit ah, mais en fait, c'est ça, c'est les cailloux là, c'est les pierres qui parlent. Qui nous raconte, ok, d'accord. Et puis en fait, oui, non, c'est trop bien, quoi. Enfin, tu l'acceptes. Ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien. Et ça a un côté très poétique aussi. C'est ça. Ce livre, il m'a aussi fait penser à un autre roman qui s'appelle Moyenne, qui a été écrit par Laurence Kiberlin, qui est donc la sœur de Sandrine Kiberlin, l'actrice, que j'ai lu il y a longtemps, il y a au moins 10-15 ans, et qui raconte lui aussi la naissance d'un enfant handicapé. Là, l'autrice qui, dit-elle, a toujours été moyenne en tout, se retrouve, comme dans la famille de S'adapter, obligée de se dépasser, de s'adapter pour faire face à la naissance de sa fille handicapée. Alors en l'occurrence, ce roman Moyenne, c'est un récit autobiographique et la situation est bien différente que dans S'adapter. Mais bon, finalement, je crois que est-ce qu'il y a une situation similaire quand on parle d'enfants handicapés ? J'imagine que c'est tout le temps différent. Mais c'était aussi une très belle histoire qui m'avait aussi beaucoup touchée et qui parlait aussi de recréer une famille différente, de s'adapter, comme dit le titre, et que j'avais trouvé très, très belle aussi. Et puis, d'ailleurs, ça rentre aussi très bien dans le thème du jour parce que c'est un récit également très court qui se lit très rapidement. Donc, si ça vous intéresse, je vous le conseille vivement également. Allez hop, un autre dans la liste.
Une fois n'est pas coutume, nous allons maintenant vous parler de poésie avec le recueil de poèmes de Rupi Kaur intitulé Lait et miel. Il est publié par Charleston et vous le trouverez également chez Pocket. Rupi Kaur est une poétesse canadienne. Elle est née en Inde en 1992. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle car elle a fait l'objet d'une grosse polémique sur les réseaux sociaux lorsqu'elle avait posté une photo d'elle, dos à l'objectif, allongée sur un lit, dans un jogging taché par ses règles. Au-delà de cette photo qui a fait scandale car jugée choquante, Rupi Kaur est aussi et surtout connue pour sa poésie féministe. Lait et miel est son premier recueil de poésie. Il est divisé en 4 parties, intitulées Souffrir, aimer, rompre et guérir. C'est un recueil sur l'amour, sur les violences subies par les femmes, sur le couple. C'est vrai que personnellement, moi je lis très peu de poésie. Je me suis en gros arrêtée à Baudelaire et à Rimbaud après mes cours de littérature en prépa. Mais j'ai fait la découverte de Rupi Kaur grâce à Instagram à l'occasion de la sortie de son dernier recueil qui s'appelle My Homebody. Et donc je me suis procuré Lait et miel par curiosité. Et je dois dire que ce fut quand même une très belle surprise. Alors, la première partie est très dure, très violente, et moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. On a du mal à imaginer, en plus, que lorsqu'elle a écrit ses vers, elle avait quand même 22 ans. Et on se dit que cette jeune femme, elle a dû avoir une jeunesse et une enfance quand même très difficiles, parce qu'elle parle d'inceste, de violence, de sexualité, d'amour et sans fausse pudeur. C'est parfois très cru, mais finalement c'est aussi ce que j'ai aimé dans cette poésie. Il y a à la fois beaucoup de beauté et beaucoup de cruauté. Oui, alors moi, tu vois, j'ai un peu été prise de court quand même par cette lecture, hein. Il faut l'avouer. D'abord, je suis vraiment pas très portée sur la poésie. En général, ça me parle pas beaucoup et du coup, j'accroche pas. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas lu de la poésie. C'est pour ça que quand tu m'as proposé ce recueil de Rupi Kaur, je me suis dit, retentons le coup. On peut pas s'arrêter sur un échec. Et donc ça n'est pas un échec, clairement. Après, c'est pas non plus un gros coup de cœur. Je suis toujours assez dubitative, mais j'ai pas du tout détesté. C'est vrai que dans les 4 parties de ce recueil, il y en a une qui m'a particulièrement touchée, qui est la deuxième, qui est aussi beaucoup plus douce. Les autres, je les ai trouvées quand même très dures, très brutes, comme tu disais, avec un peu même de la cruauté. Et notamment la première, c'est quand même une entrée en matière qui est assez difficile, je trouve. On se prend un peu les poèmes en pleine figure, hein. Franchement, Ouais, c'est vrai. pour moi, c'était un petit peu too much. Heureusement que son propos s'adoucit ensuite, parce que entre nous, je suis pas sûre que j'aurais continué si ça avait été comme ça tout le long. J'étais pas prête à subir ça. Ouais, c'est vrai, je comprends. Il y a certains poèmes qui sont très difficiles, mais en même temps, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'évolution et le lien qu'il y a entre ces 4 parties. Et je trouve que ça insuffle aussi une grande sagesse à l'ensemble. On a un peu l'impression que Rupi Kaur, c'est une vieille âme ou un chat à 9 vies qui surmonte les épreuves et qui nous raconte un peu les étapes qui mènent à la reconstruction. Et on imagine sans peine que l'écriture, c'est un peu une thérapie pour l'autrice et qu'elle souhaite à ses lecteurs et à ses lectrices de trouver une forme aussi d'apaisement grâce à ses vers. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je trouve qu'on fait nous-mêmes ce chemin avec elle. De chaque partie, donc on se prend cette première partie un peu dans la figure qui est très difficile, etc. Après, une très belle partie douce et tout. Et puis, une évolution. Et on a l'impression, nous aussi, d'évoluer avec elle, de grandir avec elle. Après, il y a un côté très intime de certains poèmes qui, moi, m'a un peu dérangée. Et aussi un côté très moderne qui est assez déconcertant. Pour moi, la poésie, c'est les fleurs du mal, quoi, tu vois. Et puis, voilà. On en est loin, là, quand voilà, même. là, clairement, on en est très, très loin. Après, j'imagine que être déconcerté, c'est un peu le but de la poésie en général et de ces poèmes de Rupi Kaur à la base. J'imagine qu'elle voulait un peu faire un électrochoc aussi. Et pour le coup, ça, c'est réussi, hein. Moi, j'ai pas adoré, mais clairement, ça m'a fait réagir. Et après tout, la poésie, c'est là pour faire réagir, c'est pas juste là pour être jolie. C'est pour créer aussi quelque chose, quoi, que voilà. Ça te remue, au fond. Ouais, des émotions, des sensations, etc. Donc bon, moi qui ne suis pas très instruite en matière de poésie, j'ai trouvé que certains poèmes étaient assez inégaux. Pour moi, il y en a qui m'ont énormément touchée, d'autres moins. Mais alors, c'est vraiment mon point de vue de... Et en même temps, la poésie, c'est quelque chose de très personnel aussi, hein. C'est du ressenti. Donc, c'est normal qu'il y ait certains poèmes qui te touchent et d'autres non. C'est en fonction de ton vécu. Sans aucune analyse, certains m'ont plu, d'autres moins. Il y en a que j'ai trouvé vraiment très beaux. Là, moi, j'en ai noté un ou deux, là, donc je peux vous en faire la lecture. Il y avait celui-là qui dit « Je ne suis pas partie parce que je cessais de t'aimer. Je suis partie parce que plus je restais, moins je m'aimais. »
Celui-là, je l'ai trouvé très joli. Moi, j'aime beaucoup aussi. Et l'autre que tu as relevé aussi était très beau. Nous sommes tous nés si beaux. La plus grande tragédie est d'être convaincus que nous ne le sommes pas. Je trouve que vraiment, c'est hyper touchant. Et elle a vraiment un discours qui est aussi très valorisant. Et elle parle énormément de féminité, bien sûr. C'est au centre de sa poésie et de empowerment. C'est ça. Ouais, mais c'est ça, c'est un peu le pouvoir de la féminité et des femmes. Et ayez confiance en vous, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plus touchée, évidemment. Et puis, oui, elle parle du corps de la femme, de la place de la femme dans la société. C'est quelque chose qui était assez... ça qui m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, particulièrement ces poèmes, comme tu disais, quand elle parle du corps de la femme et tout, c'est aussi accompagné de dessins qu'elle fait elle-même. Enfin, c'est elle qui dessine et qui accompagne ses poèmes. Et moi, je les ai beaucoup aimés. Ces petits dessins qui sont dans le recueil. Il y a à la fois de l'humour, il y a de la douceur. C'est des traits qui sont très minimalistes, très féminins. Ouais. Mais en effet, les dessins de corps sont particulièrement très beaux, très sensuels et tout. Et je trouvais ça très joli d'accompagner comme ça les poèmes. Parfois, tu as des poèmes qui sont très courts en plus de ça et qui sont accompagnés d'un dessin. Enfin, le tout est très, très harmonieux et j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est parfois que quelques petits traits de crayon. Et je trouve que c'est presque autant des poèmes, ces dessins à eux tout seuls. Exactement. Que les textes qui sont écrits à côté. Et aussi, ils se complètent très bien. Souvent... le dessin qui est sur la page va tout à fait avec le poème qui est écrit au-dessus ou en dessous. Il y a vraiment une mise en page qui est réfléchie entre poème et esquisse. Parfois, les deux sont carrément entrelacés. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très, très beau. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est vrai qu'entre les dessins et les textes de Rupi Kaur, moi, je pense qu'en final, on a une poésie qui est très généreuse et très bouleversante, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et petite info d'ailleurs, si vous avez aimé cette lecture, sachez que Rupi Kaur a débuté une tournée mondiale. Ouais, c'est vrai, j'ai entendu j'ai lu qu'elle avait commencé à faire des performances en lisant ses poèmes sur scène et qu'en fait, elle avait adoré l'exercice et du coup, elle avait cherché à le faire le plus possible. Bah voilà, du coup, rendez-vous à la Cigale à Paris le 9 octobre prochain pour ceux que ça intéresse. Moi, j'avoue que je me tâte à prendre des places parce que j'aimerais bien l'entendre déclamer sa poésie. Je trouve que c'est une poésie qui pourrait très bien passer comme ça sur scène, à l'oral. Et je serais assez curieuse de voir ce que ça donne. Bah écoute, allons-y, prenons les places. Allez, c'est parti. On voulait maintenant vous parler de la poétesse féministe américaine Sylvia Plath, qui est aussi autrice. Elle est notamment connue pour son roman La cloche de détresse, mais pas que. Nous, on voulait vous parler de son recueil de nouvelles intitulé Dimanche chez les Minton, que vous pouvez retrouver chez Folio. Alors non seulement c'est court, mais c'est aussi parfait pour les petites bourses, puisque c'est dans la collection Folio à 2 €. Comme c'est un recueil de nouvelles, on ne va pas vous faire un résumé, mais sachez que le recueil est composé de 5 nouvelles dans lesquelles Sylvia Plath explore les faux-semblants de la société. Alors voilà un recueil idéal pour un petit voyage en train. Vous aurez largement le temps de lire les 5 nouvelles, de faire une petite sieste et éventuellement aussi de discuter un peu avec votre voisin. Vraiment, j'ai beaucoup aimé toutes ces nouvelles. C'est grinçant, c'est à la limite du cruel. Il y a un humour noir qui est assez jouissif, il faut le dire. Et puis, on sent bien les réflexions de Sylvia Plath sur la mort, qui a une place importante dans sa vie, son parcours et dans son œuvre. On voit bien son objectif dans ces petites nouvelles, sa réflexion sur la société, mais en même temps, c'est très subtil. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant. En gros, sous le vernis de la bonne société se trouve la réalité à laquelle les femmes cherchent à échapper d'un moyen à l'autre. Et Sylvia Plath nous décrit l'envers du décor de cette société, son hypocrisie et surtout par rapport aux femmes. Chaque nouvelle décrit une situation différente, une femme différente, mais au bout du compte, c'est toujours un peu la même chose. Il y a l'hypocrisie, la situation de la femme dans la société et un peu la volonté qu'elle a d'en échapper. Ouais, c'est ça. Alors moi, c'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, je connaissais pas du tout Sylvia Plath, j'en avais jamais entendu parler, et je l'ai découverte grâce au roman de Colline Pierret qui s'appelle Pourquoi pas la vie, dont on vous parlera peut-être dans un prochain épisode. Pourquoi il y a pas. des chances. Voilà. Et donc, toujours par curiosité, j'ai acheté ce petit recueil de nouvelles en essayant d'en savoir un peu plus sur cette autrice américaine, célèbre pour sa poésie, on l'a dit, mais aussi malheureusement pour son suicide. Elle était très jeune, en plus elle avait une 30aine d'années. Donc, comme je vous le disais
disais en intro, il y a 5 nouvelles dans ce recueil et tout aborde plus ou moins les mêmes thèmes, à savoir la mort, le mariage, le mal-être social. Alors moi, j'ai pas été convaincue par toutes les nouvelles. Ah, c'est marrant parce que moi, je les ai bien aimées. Je trouve qu'elles sont toutes différentes. C'est un peu partagé comme avis, on va dire que je les ai pas toutes aimées, mais par contre, j'ai adoré toutes les fins. Ah, ça c'est clair. Je trouvais que toutes les fins étaient géniales. Donc même si au long de la nouvelle, je m'ennuyais un peu, à la fin, je disais ah ouais, c'est quand même bien. Il y a toujours une super chute. Voilà, c'est ça. La chute boucle le truc de façon magistrale à chaque fois et moi j'ai beaucoup aimé pour ça quand même et je trouvais que voilà elle finalement comme tu le disais elle dénonce avec beaucoup de verve quand même l'hypocrisie de la société, c'est ce qui ressort un peu à chaque fois dans toutes ces histoires. Elle brise les apparences avec un humour qui est quand même très noir et une écriture très féministe. Ah oui, ça c'est clair que le propos est définitivement féministe, même si c'est pas balancé à la figure, hein. C'est des sous-entendus, c'est très subtil, mais au bout du compte, la conclusion, elle est toujours là. Toutes les femmes que Sylvia Plath décrit dans ses nouvelles sont enfermées dans cette vie domestique et voudraient sortir de cette condition ou en tout cas ne sont pas satisfaites de cette condition, hein, clairement. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, quand on connaît un peu le parcours de Sylvia Plath, on comprend à quel point ces thèmes hantent son écriture. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'il vaut mieux se renseigner un peu sur sa vie, sur son couple, avant de se lancer dans la lecture de son œuvre, parce que les deux sont intimement liés. C'est vrai, il faut quand même le reconnaître. Toute sa vie, elle a essayé de concilier vie quotidienne et artistique. Et on sait aujourd'hui encore à quel point c'est dur pour une femme de vivre de son art, de s'imposer dans ce domaine qui est quand même encore dominé par la gente masculine. Et d'autant plus à son époque. Hein. Exactement. C'est fin des années 50. Donc bon, ça devait être encore plus difficile pour elle. Hein. Exactement. Et en plus, double peine, en quelque sorte, parce qu'elle était mariée à Ted Hughes, qui est l'un des plus grands poètes anglais de sa génération. Légère pression. Voilà, on sent que c'est pas facile. Va te faire un nom. Voilà, et tu reviens. Dans un couple pareil. C'est ça. Justement, si vous êtes intéressé par Sylvia Plath, par sa vie, par son œuvre, moi je vous conseille vivement le podcast de France Culture qui s'appelle Toute une vie. Il y a un épisode qui est sur Sylvia Plath dont le titre est La vie comme un mauvais rêve et cet épisode est vraiment super intéressant et en plus, tout au cours de l'épisode, il y a des extraits de l'œuvre qui sont lus. Ça nous donne vraiment une idée de sa vie, de son œuvre et voilà, on a un peu dans les oreilles tout ce qu'elle a écrit et c'est vraiment très joli et très intéressant et donc je vous le recommande. Oui, moi j'avais beaucoup aimé aussi de ce podcast et particulièrement comme tu le signales les extraits de ses poèmes, etc. Je trouvais que c'était très beau. Ouais. Bon, déjà dans ces nouvelles-là, on peut retrouver les thèmes principaux de son œuvre, de l'impossibilité de s'épanouir en tant que femme, de l'oppression masculine, des codes un peu absurdes de la société. Et finalement, les personnages féminins de chaque histoire semblent un peu incarner une facette de la poétesse, de sa difficulté à s'émanciper aussi bien au sein de son couple qu'au sein de la société et du monde littéraire. Finalement, pour conclure, moi je dirais que ces nouvelles n'ont pas non plus été un coup de cœur, mais je trouve que la vie de cette femme, elle est quand même assez passionnante quand on creuse un peu, qu'on s'y intéresse, et surtout elle soulève beaucoup de questions sur la place des femmes artistes, et rien que pour ça, moi je pense qu'il faut découvrir l'œuvre de Sylvia Plath, parce que elle fait partie des grandes figures féministes. Donc prochaine lecture, La cloche de détresse. Voilà. Notre BD du mois est un manga. Bon, dans les faits, une BD en général, de toute façon, ça se lit rapidement, mais un manga, ça se dévore encore plus vite. Aujourd'hui, on voulait donc vous faire découvrir le manga Spy Family de Tatsuya Endo, paru chez Kurokawa Éditions. Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience en matière familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associer à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Cette famille atypique va devoir composer pour passer inaperçue tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Je sais pas toi, mais moi j'avais déjà beaucoup entendu parler de cette série avant. Et bon, finalement voilà, j'ai sauté le pas et je sens que je viens de mettre le doigt dans un engrenage. Parce que là, on vous parle d'un tome, mais en vrai, il y en a 8. Bon, du coup, moi j'ai déjà dévoré les 2 premiers, j'ai acheté le 3e et je crois que je suis foutue.
Oui, je vois de quoi tu parles. Alors moi, franchement, bon, j'en avais pas entendu parler et c'est toi qui m'as proposé de lire ce manga. Alors déjà, merci, parce que franchement, je me suis beaucoup amusée, c'était idéal. En l'occurrence, moi, j'étais en week-end avec des copines, genre, tu sais, le week-end où on se retrouve entre filles, on parle beaucoup, etc. Bon, t'as pas forcément le temps de lire beaucoup dans ces week-ends-là, mais un petit manga au moment de se coucher, c'était idéal. Et puis un autre grand merci, je sais pas si merci est le bon mot, parce que moi aussi je suis coincée, c'est malin, j'en ai lu 2 moi, et là je peux pas m'arrêter en fait, il va falloir que je lise la suite très très vite, je vais pas rester en suspens comme ça, j'ai besoin de savoir moi comment Lloyd, Yor et Anya vont s'en sortir, est-ce que la mission sera menée à bien, est-ce qu'ils vont découvrir les identités cachées des uns des autres, enfin bon voilà, trop de questions pour lesquelles j'ai besoin de réponses quoi. Et trop de tomes. Et trop de tomes. Et pas assez de temps. Après, ça se lit très très vite. Ouais, ça se lit très vite. Heureusement. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'atmosphère un peu façon guerre froide, les personnages, mais qui sont tous plus fous les uns que les autres. Et puis surtout, voilà, comme tu disais, l'humour qui se dégage de cette parodie de film d'espionnage. Moi, au début, je m'attendais à un manga un peu noir, sanglant et tout. Mais en fait, c'est loin d'être un thriller sombre. Ah oui, non, c'est même pas du tout ça en fait. C'est fun en fait. Ouais, c'est super fun. C'est vrai que moi au début j'étais un peu surprise par le ton du récit. C'est vrai que si tu t'attendais à un thriller, ça fait bizarre quoi. Mais en fait je me suis très vite laissée emporter par cette intrigue qui est complètement barré. Oui, c'est ça. Alors, par contre, il faut le dire, il y a certains passages quand même qui peuvent être violents, mais il y a un subtil mélange des genres et en fait, le trio de personnages fonctionne parfaitement. On s'attache à cette famille complètement hors norme avec ses forces et ses faiblesses. Alors oui, il y a parfois des situations improbables, rocambolesques, mais après, voilà, c'est au goût de chacun, on accroche ou non avec cet humour un peu clownesque. Mais le rythme de l'intrigue est très bien mené, les actions s'enchaînent et voilà, on passe un super moment, quoi. Ah, c'est clair. Moi, je me suis vraiment beaucoup amusée. On se prend tout de suite au jeu, on s'attache aux 3 personnages. Comme tu disais, c'est hyper rythmé, bonne dose d'humour noir parfois, les situations improbables. C'est complètement loufoque et déjanté, et bon, parfois trash. Toi, tu disais violent. Je sais pas quand même. Enfin, ouais, ça va. Tu vois, ça passe. Oui, ça passe. Disons, c'est de l'humour trash, quoi. Ouais, voilà. C'est un peu il y a trash. toujours un petit côté humoristique, même derrière les trucs. Ouais, c'est vrai. Mais bon, t'as des scènes de meurtre, c'est pas non plus les lapins roses, quoi. Non, d'accord, mais je trouve que, tu t'imagines, je sais pas, tu le prends un peu à la rigolade aussi quand même, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, voilà. Et moi, franchement, j'ai éclaté de rire à plusieurs reprises. Ouais, moi aussi. Bon, c'est pas une lecture qui va changer la face du monde, on le sait bien. Mais en même temps, c'est pas vraiment ce qu'on attend de cette lecture-là. Et c'est très bien comme ça, quoi. Ouais, c'est fait pour, quoi. C'est vraiment juste pour s'éclater, en fait. Exactement, ouais. Alors, premier tome, il faut le dire quand même, c'est un petit peu introductif. Ouais. On a un peu présentation des personnages, des enjeux, etc. Mais bon, on rentre quand même assez vite dedans. Et pour le coup, moi, j'ai enchaîné direct avec le 2e. Et là, on est bien dans le vif du sujet. Ouais, pareil. J'ai enchaîné les 2 très, très vite. Et alors, bon, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, en lisant ces 2 premiers tomes, j'ai un peu pensé à la BD Les Espionnes racontent, dont vous avez parlé dans un précédent épisode. Et je trouve que le parallèle, il est pas si absurde, en fait, parce que les histoires de ces femmes espionnes durant la guerre froide, il y a un petit air de déjà-vu, là, quand on lit Spy Family, avec cette histoire de famille reconstituée. Il y avait l'exemple d'une femme dans la BD qui avait dû partir, et c'était une histoire vraie, qui avait dû partir, je sais plus, c'était au Danemark ou je sais plus où, pour aller se marier, se construire une famille et tout, pour vraiment se créer une fausse identité. Donc bon, voilà, certes, c'est un manga un peu loufoque, mais il y a une petite dose quand même de réalité qui est chouette. C'est vrai que franchement, j'y aurais pas pensé à faire le lien. Mais c'est vrai que quand tu le dis, là, clairement, Spy Family nous parle de la guerre froide. C'est pas la guerre froide, mais bon, c'est tout comme l'Est et l'Ouest. Voilà, on va pas, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. Et en effet, maintenant que tu en parles, oui, en effet, il y avait cette espionne qui racontait s'être créé sa famille de toutes pièces pour se faire une nouvelle identité. On est dedans aussi, tout à fait. Bon, voilà, j'y aurais pas pensé, mais c'est pas complètement tiré par les cheveux. Bon, tant mieux, ça va, j'ai pas l'esprit trop tordu. Bon, en tout cas, Spy Family, pour moi, c'est un
très bon coup de cœur, c'est un très bon divertissement, c'est rapide et en même temps, j'ai envie de dire méfiez-vous parce que vous pourriez vous retrouver coincé à lire les 8 tomes. Bon, après même 8 tomes, ça se lit vite, franchement. Oui, ça va. Et puis alors, petite info supplémentaire, le manga existe aussi en animé. Il a commencé il y a quelques semaines, je crois. Moi, je compte bien le regarder, mais je pense que quand même, je vais d'abord lire les mangas avant de me mettre à la version animée. Ah ouais, moi aussi. Je préfère les lire et éventuellement après regarder la série animée. Bon, on verra si l'animé est aussi bien réussi. Exactement. Voilà pour cet épisode 15, on a essayé de vous proposer des lectures courtes et un peu différentes de d'habitude. J'espère que ce détour par les nouvelles et la poésie vous aura plu. En tout cas, nous, on s'est bien amusé à changer un peu nos habitudes de lecture. Comme toujours, on attend vos commentaires sur notre Instagram, lebruitdespages.podcast ou sur notre site. Marine, on te retrouve aussi sur Instagram. Tout à fait, sur Au fil des pages. N'hésitez pas à liker le podcast sur les plateformes d'écoute et même à nous mettre des commentaires sur Apple Podcasts, par exemple, si vous aimez le bruit des pages. Ça nous donne un petit coup de pouce pour nous faire connaître. Cet épisode touche à sa fin, mais avant de se quitter, faisons un petit point sur nos lectures du moment. Alors je commence, allez. Moi, je suis en train de lire L'invention de nos vies de Karine Thuil. C'est toi, Marine, qui m'avait poussée à lire cette autrice. Il fallait bien que je m'y mette quand même, et je dois dire que c'est une réussite. Je suis emballée par cette lecture. Ah bah tu vois, ça valait le coup. Ça fait plaisir que tu écoutes mes recommandations. Alors moi en ce moment je lis Ce qui vient après de Joanne Tompkins. Alors je commence tout juste, donc pour l'instant je ne me prononce pas. On en parlera plus tard. Voilà. Voilà, cette fois tout est dit. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Petit teasing avant de vous quitter, sachez qu'on vous prépare un épisode du Bruit des pages un peu spécial pour le début de l'été, mais je n'en dirai pas plus. Pour l'instant, on vous garde la surprise. Mais d'ici là, bonne lecture à tous et toutes et rendez-vous à la prochaine page.